Allez, on va reprendre. Et on va écouter Jérôme Denis pour, pareil, sur le même format, une demi-heure. Et puis 15 minutes de questions-réponses. Jérôme. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vais essayer de pas trop tousser, mais je suis sur une espèce de Covid semi-long, donc ça traîne. Et ça tousse. J'ai donc pas fait de slide, parce que ça a changé un peu, puis j'ai vu que j'avais bien fait, en fait. C'est ça, c'est encore... Ouais, bon, enfin bon, ouais, moyennement quand même. Mais, alors, je vais, à l'invitation de Sébastien notamment, je vais faire quelque chose mais finalement qui va peut-être être un très bon complément à ce que Guillaume a fait à l'instant. Présenter une espèce de communauté, mais maintenant très élargie, de recherche, à laquelle à la fois j'étais témoin et acteur de son émergence, et qui est curieusement, on va dire pas assez connectée à celle d'histoire, même si elle est un petit peu, et puis que les choses se connectent quand même, notamment grâce à Guillaume. Et donc moi je viens des études des sciences et des techniques, sociologie pour faire vite, mais alors la plupart des sociologues ne me considèrent pas comme un sociologue et ne considèrent pas que le CSI où je travaille et dont je suis le directeur maintenant fait vraiment de la sociologie, mais c'est la sociologie des techniques pour le dire, voire de l'anthropologie des techniques. Et depuis un peu plus de 15 ans maintenant, avec David Ponty, mon collègue et co-auteur du livre qu'évoquait Sébastien, on travaille sur de la maintenance, mais au sens très 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 large du terme, de même que réparation est un sens qui permet d'arriver à, mais en fait dès qu'on voit les pratiques, on comprend qu'on est bien au-delà de la seule d'une définition restreinte de la réparation. Et on a cette définition de la maintenance qui est l'art de faire durer les choses, donc qui est exactement dans la continuité de ce que racontait Guillaume tout à l'heure. Et donc je vais essayer de vous faire beaucoup, partiel, provisoire, et je ne sais plus ce que j'ai mis dans le titre, et partial aussi un peu sans doute, une présentation de cette communauté qu'on s'est mis à appeler les Maintenance and Repair Studies pour faire marketing scientifique, mais qui malgré tout est quelque chose qui se constitue vraiment, si vous regardez la littérature, en tout cas dans le domaine des STS, Science Technology Studies, et que vous cherchez le mot-clé Maintenance ou Repair, c'est absolument hallucinant ce qui est en train de se passer. Et c'est d'autant plus hallucinant qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de déchets. Il y a vraiment plein de papiers vraiment super intéressants avec des cas très précis. Et comme dit Steve Jackson, c'est une communauté qui, à chaque intervention, et notamment de jeunes, s'enrichit au lieu de s'appauvrir. C'est assez rare. Ça va sans doute pas durer longtemps, mais c'est assez rare. Alors, je pense que c'est lié aussi au fait que personne ne joue aux propriétaires dans cette histoire-là et que c'est très ouvert. Alors, peut-être simplement, je vais commencer par vous donner, je vais faire ça en deux temps historiques, et puis après je vais partir sur les grands thèmes, les thèmes principaux de ces travaux-là. Il y a en gros des prémices dans la sociologie des techniques, dans l'anthropologie des techniques, et des domaines qui ont été, avant les années 2000, on va dire, déjà infusés par des questions de maintenance et de réparation, de manière plutôt, périphérique. C'était pas le cœur et c'était pas des notions qui permettaient de repenser les choses, mais malgré tout, c'était important. Il y a eu notamment des choses dans les travaux qui étaient faits plutôt en anthropologie et en sociologie autour des transferts technologiques. C'est plutôt issu de la sociologie de l'innovation et des gens qui s'intéressaient à comment une innovation, une fois qu'elle circulait, notamment du nord vers le sud, elle échouait en général. Alors il y avait plein de réponses à pourquoi est-ce que ça a échoué, mais quelques-unes, dont les travaux de Madeleine Acriche, montraient que ça a échoué en partie parce que c'était des technologies qui n'étaient absolument pas faites pour être réparées, au contraire qui étaient même encore plus fermées au moment de leur conception que pour les marchés du Nord, leurs marchés originaux, et que donc il y avait un problème dans la prise en compte de la réparation, de la maintenance, de la transformation possible de ces objets-là. C'est aussi un travail de Anne-Marie Moll et je me souviens jamais de son nom, Delette, qui avait montré ça sur une pompe au Zimbabwe, qui est un cas assez connu. Évidemment,
finalement, il y a eu beaucoup de choses qu'on a un tout petit peu évoquées dans le domaine de ce qu'on pourrait dire la culture matérielle, autour notamment des travaux de Sennett, de Crawford, de Harper. Je pense que c'était Douglas Harper dont tu voulais parler tout à l'heure. Où là, c'est la question du travail artisanal qui est beaucoup mis en avant, le geste manuel et la question des réparations apparaît régulièrement. Elle n'est pas complètement centrale, ou en tout cas, encore une fois, elle n'est pas pensée comme un point d'entrée conceptuel ou analytique. Mais ce qui est vraiment mis en avant, c'est le travail manuel et c'est les héritages de l'artisanat. Et c'est des choses aussi qu'on trouve un peu en histoire. Après, en fait, il y a tout un domaine qui a parlé de maintenance, qui est la sociologie des organisations et qui l'a attrapé beaucoup par la question du risque. Il y a eu plein de choses autour du nucléaire, notamment, et de toute l'industrie à haut risque. Crozier, un des grands noms de la sociologie des organisations, en fait, a travaillé sur des mainteneurs. Mais la question que ces gens-là étaient des mainteneurs est complètement, pour le coup, annexe, voire disparaît complètement de ces travaux-là. Le point vraiment, c'est la question de la sécurité, et c'est des questions très organisationnelles, c'est-à-dire externalisation de ce travail, éventuellement jeu de pouvoir à l'intérieur de l'organisation. Mais le fait que ce soit de la maintenance n'entre pas en compte, encore une fois, mais encore moins que les deux précédents dans l'analyse. Et puis, il y a eu des quantités de travaux d'anthropologie, de géographes, de sociologues sur les Suds, entre guillemets, où tout un tas d'enquêtes très précises montrent, notamment autour de la question des infrastructures, et j'y reviendrai, que la vie ordinaire et normale, technique, en Inde, dans les pays d'Afrique ou en Amérique latine, pour tous ces travaux-là, est une vie faite de réparation et de maintenance permanente. Ce sont des travaux qui ont pu avoir tendance pendant longtemps à imaginer que c'était une spécificité des Suds. Et c'est un des éléments qui est en train de se transformer aujourd'hui dans la discussion académique. Mais malgré tout, ce qui est mis en avant, alors c'est utilisé de plein de manières, c'est utilisé pour insister sur la question de l'informalité, sur la question de tout ce qu'on fait au quotidien, mais qui n'est pas complètement reconnu officiellement, à la fois dans la question des valeurs, des droits, de la mise en sécurité, de l'économie, c'est-à-dire des coûts, des prix, etc. C'est aussi des travaux qui ont utilisé ça pour montrer les infrastructures elles-mêmes et montrer leur hétérogénéité, leur variété, et montrer quasiment qu'en fait des infrastructures peuvent être autrement que telles qu'on les imagine ou qu'on les imaginait à l'échelle du côté des concepteurs, dans les pays du Nord. Donc ça, c'est, on va dire, avant les années 2000, pour faire vite et schématiser. Il y a toujours des passeurs, des passeuses, évidemment, qui se jouent, mais encore bien avant. En sachant qu'effectivement, avant cela, il y avait aussi eu déjà des choses sur la consommation, j'y reviendrai. Après, il y a vraiment un renouveau milieu des années 2000, début et milieu des années 2000, avec des travaux, notamment un article de Chris Henke qui s'appelle Towards the Sociology of Repair. Là, lui, il est très clair. Alors, je ne vais peut-être pas passer trop de temps là-dessus, mais en sociologie, il y a tout un tas de travaux qui ont utilisé la notion de réparation pour parler de l'interaction, la manière dont les gens interagissent entre eux, en disant que quand on fait un lapsus, quand on fait une petite erreur, en fait, on passe son temps à réparer l'ordre de l'interaction pour qu'on ne soit pas sans arrêt en train de se désaligner. Ce sont notamment les travaux de Goffman et inspirés par Goffman. Et Henke dit, mais c'est marrant, en sociaux, on a foncé là-dedans, puis on a complètement oublié que la réparation, c'était aussi une activité matérielle. Et donc, lui est allé voir, grand classique des sciences humaines et sociales, il est allé voir autour de lui et est allé voir des réparateurs dans sa fac. Et il a montré à quel point les réparateurs, notamment de clim et de systèmes techniques de l'université, étaient des réparations qui étaient toujours socio-matérielles. C'est-à-dire c'est toujours à la fois, il faut techniquement savoir comment est-ce qu'on répare telle ou telle chose, mais on répare aussi l'usage en même temps, en fait, c'est exactement. Et on l'aligne, on le réaligne dans la bonne manière de faire, dans le script, comme dirait Malène Akrich. Et donc la réparation, en fait, elle est... et les réparateurs qui sont des gens dont on a l'impression comme ça à première vue qui sont de simples techniciens entre guillemets, ont ces capacités en fait à réaligner tout un réseau de choses qui font qu'un dispositif technique fonctionne.
Et puis en 2007, il y a eu un papier qui est quand même, que tout le monde à peu près s'accorde à dire, qui a fait précédent, qui est le papier de Graham et Thrift, qui sont des géographes plutôt théoriciens, mais qui sont praticiens aussi. Enfin, Thrift, c'est vraiment un des très grands noms de la géographie théorique, qui ont fait un papier qui invite vraiment à faire une géopolitique de la réparation au sens très large, et en disant c'est absolument anormal que les sciences sociales n'aillent pas voir tout ce domaine-là, d'une part, en s'inspirant des Suds. Donc ils continuent d'essentialiser un tout petit peu les choses. Et il y a toujours un peu cette idée qu'on ne réparerait pas dans les Nords et qu'il faudrait regarder comment dans les Suds on s'est réparé. Il y a un enjeu que je terminerai là-dessus, qui est, c'est toujours un tout petit peu délicat cette manière de présenter les choses, pour plein de raisons, mais il pose vraiment les bases d'un programme assez passionnant qui quand même consiste à dire que il faut absolument repenser à la fois les objets de consommation, à la fois le rapport aux infrastructures, le rapport au travail, en allant voir précisément tout ce qui existe à l'interface, à l'intersection, dans les interstices de l'expérience moderne, entre guillemets, pour y redécouvrir tout un tas de choses qui apparaissent pas dans les débats sur les différents aspects en sciences sociales et humaines à cette époque-là. Et déjà, ils mettent, c'est pas complètement central, mais c'est quand même important dans leur histoire, la question du dérèglement climatique. Et on va voir que progressivement, c'est une question qui devient vraiment très importante. Et puis, en histoire, notamment avec quelqu'un qui a pas forcément fait des histoires hyper précises et hyper méticuleuses, mais qui a joué un rôle important dans la prise en considération de la question de la réparation, qui est David Edgerton. C'est vrai aussi de Simon Wharret que tu évoquais tout à l'heure, qui sont des gens qui en fait, font aussi ce geste que tu as commencé à faire, qui est assez radical. Edgerton, il dit, j'en ai marre de faire de l'histoire pour les petits garçons en culotte courte, de l'histoire des techniques, c'est-à-dire une histoire des héros qui sont très intelligents, qui sont tous blancs, qui sont tous des pays du Nord et riches, qui inventent des choses qui changent le monde. Parce qu'en fait, si on regardait vraiment la vie ordinaire des technologies, et notamment de leur circulation mondiale, et des liens entre réparation et innovation, on aurait une histoire des techniques complètement différente, et on pourrait refaire complètement l'histoire des techniques. C'est très lié à cette histoire de la géopolitique aussi de Graham et Thrift. Et on ferait une histoire pour tout le monde, et on verrait des pays, on verrait même des types d'objets qu'on ne raconte pas encore aujourd'hui, dans les grands récits de l'innovation, dans les récits les plus classiques, que ce soit académiques ou les récits un peu dans les médias, on va dire, ou dans l'histoire qu'on se fait de qu'est-ce que c'est que l'innovation technique. Alors c'est un point qui est quand même super important et qui était très présent dans la présentation de Guillaume, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de ce que De Certeau appelait l'inversion du pensable quand on se met à réfléchir à la question de la réparation et de la maintenance. Si on se dit, mais comment est-ce que l'histoire, ces grands récits, l'histoire, le commerce, les tendances en termes d'innovation sont racontées depuis justement, il faudrait voir depuis quand. C'est ça mon histoire aussi. Ça revient à ma question. C'est depuis quand est-ce que c'est ça, qui est une histoire héroïque des grands hommes, mais aussi des grands objets et des ruptures. Voilà, c'est une histoire qui ne vaudrait que par rupture, et c'est évidemment, ça se corrèle avec l'histoire de la notion même d'innovation. Franck Edgiri a écrit un petit bouquin qui raconte un petit peu ça. Je sais que Jeanne Guien prépare un livre sur ces questions-là que j'attends avec grande impatience. Comment est-ce que la question même de la nouveauté, en fait, est venue cristalliser toute une partie des désirs aussi et des choses qui comptent. En parallèle de ça, toujours dans les années 2000, il y a les travaux dans le Sud explosent et il y a des choses extraordinaires. Alors, il y a sans doute plus d'anthropologues à Mumbai aujourd'hui que d'habitants non anthropologues. Enfin, en tout cas, on peut se demander ça quand on voit le nombre de travaux qu'il y a sur Mumbai. Mais sur Mumbai, par exemple, vous avez des tonnes et des tonnes de choses qui sont passionnantes et qui racontent cette vie ordinaire de la réparation. Et vous avez d'autres travaux sur l'eau. Alors c'est beaucoup sur les infrastructures, sur l'eau, les routes, les systèmes électriques. Et c'est très intéressant parce que c'est aussi des choses qui vont de la ville jusqu'à la maison, jusqu'à l'espace domestique. Et puis, tournant des années 2010, on va dire,
à nouveau une série de travaux. C'est là qu'avec David, on rentre en scène, que Steve Jackson débarque, que alors Liliane Hiller-Pérez qu'on connaissait pas, mais qui aussi arrive à ce moment-là avec son travail en histoire des techniques. Fernando Dominguez-Rubio dans le domaine de l'art, et puis des tonnes d'autres gens, Marisa Cohn dans le spatial, Daniela Rosner sur les Repair Café. Rejoue encore cette question-là, mais en y mettant une espèce de couche politique et philosophique, et notamment en discutant les questions de care. Tous ensemble, sans se connaître, on se dit qu'il y a quelque chose à faire entre la maintenance, le fait de réparer, de faire durer les choses, et les théories féministes, avec les standpoint théories, extrêmement riches qui sont nées autour de la question de la notion de care et de la notion de soin. Et d'ailleurs, on tient à l'idée de soin autant qu'à la notion de care, parce que soin est un très très beau mot en français, comme Anne-Marie Moll nous l'a dit régulièrement, et qu'il fallait qu'on arrête de dire care en français, parce que soin c'est absolument magnifique. Et pourquoi est-ce qu'il y a ces travaux-là? Parce que, pourquoi, je ne sais pas, mais pourquoi il y a une discussion avec les notions de soin et ces théories-là? C'est des opérateurs pour comprendre justement le type de morale qui peut sortir de ces rapports-là à la technique, qui redistribue en fait la morale et la justice vers l'éthique et vers l'éthique située, c'est-à-dire les gestes qui sont faits en situation, sans suivre des grands principes qui viennent s'imposer au-dessus de la pratique, et notamment d'une pratique qui est toujours incorporée, enfin corporelle plutôt. Et autour de ces questions, en suivant ce fil de ces questions des théories féministes sur le soin, il y a l'idée déjà qu'on peut créer une forme de continuité qui ne tient pas jusqu'au bout, mais entre la matière des objets et le corps des personnes. Il y a aussi un point d'entrée sur le travail, j'y reviendrai juste après. Et il y a une série de questions très philosophiques que tu as déjà évoquées. Quelle est la différence, alors par exemple, entre objet et chose, hein, tu as souvent dit chose, et puis on voit bien que l'objet pourrait être cette version de la chose qui est stabilisée, cristallisée, qui ne bouge pas, qui est fermée. La question de la matière, très grande question issue des théories du soin et des théories féministes, notamment développées par Karen Barad. Et puis ces questions d'éthique et de morale. Et puis à partir de 2018, 19, 20, là, ça devient une espèce de buzzword avec tous les défauts qu'il peut y avoir, hein, repair, et alors sans doute bien plus repair que maintenance. Je rentrerai pas dans le fait que ça change un peu, surtout par les repair, notamment en anglais, plutôt que de maintenance, mais en tout cas, il y a des tonnes et des tonnes de travaux. Donc faire un panorama complet serait complètement impossible et très présomptueux. Malgré tout, voilà, je me proposais de vous présenter 4 grands thèmes de ces travaux-là. La liste, il y en a 2 ou 3 qui sortent par semaine, hein, et encore, je dois en rater plein. Pour l'instant, beaucoup sont passionnants. Je vais isoler 4 grands thèmes qui sont des thèmes qui sont en fait des revisites d'une partie des thèmes qui étaient déjà discutés. Et puis après, je prendrai trois connexions plus ou moins récentes, mais qui sont sans doute les lieux où on sent que la discussion peut se renouveler un peu et continuer de s'enrichir. Premier thème, premier sujet, premier enjeu, qui sont toujours des enjeux, vous allez voir, qui sont et politiques et théoriques dans le sens noble du terme, on pourrait dire, ou philosophiques pour faire mieux. Le premier, c'est évidemment le travail invisible. Ça, c'est une question centrale. Chez les personnes qui maintiennent, qui entretiennent, qui réparent les choses, beaucoup sont déconsidérés. Le terme utilisé en sociologie pour décrire ça, c'est l'idée de sale boulot. C'est vraiment une économie morale du travail, hein. Le sale boulot, c'est vraiment cette idée que il y a toujours des gens qui font un truc un peu plus crado, inutile aussi que nous. C'est un travail qui est aussi pas simplement invisible, mais qui est invisibilisé, c'est-à-dire qui est pris dans des configurations spécifiques qui le rendent invisible d'une manière assez particulière d'ailleurs, parce que c'est plutôt négligé qu'invisible, hein, parce qu'en même temps les personnes sont bien là, on les croise, on les voit, mais il y a la production de leur invisibilité. Alors ça soulève au moins, cette piste du travail invisible soulève au moins 3 sous-questions principales. La première, ce sont les conditions de travail, évidemment, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire, si on prend très simplement les agents d'entretien, les agentes d'entretien, qu'est-ce que ça veut dire, les rendre invisibles, ça veut dire quoi? Ça veut dire les faire travailler de 5h à 7h dans les bureaux, puis de 21h à 23h. Qu'est-ce que ça veut dire comme condition de travail? Évidemment, ça n'a
absolument aucun sens du point de vue des conditions de travail. C'est la fabrique de leur invisibilité. On peut le vendre comme une forme d'assurer qu'elles puissent travailler correctement, etc. Mais on sait que tout ça est un peu foireux. Et ça fait des conditions de travail, y compris pour la santé, qui sont absolument catastrophiques. Si on prend la question de la santé, les conditions de travail pointent vers tout un tas d'autres questions, les conditions concrètes de réparabilité, de maintenabilité des objets et des infrastructures et des machines, etc. évidemment, et plein d'autres choses selon les confiances. C'est extrêmement varié, mais cette question-là, elle est centrale. Grosso modo, les études de la maintenance et de la réparation font apparaître des travailleuses et des travailleurs qui sont là, mais qu'on n'a pas l'habitude de prendre en considération. Deuxième sous-point autour de cette question du travail invisible, la question de la valeur. Que vaut ce travail et comment est-ce qu'on peut le faire compter un peu différemment? Très vaste question, extrêmement complexe, en sachant qu'il y a quand même des domaines qui sont assez peu étudiés encore, un petit peu, notamment par Alina Surubaru dans le domaine de l'armée, par exemple. Mais il y a des domaines où la maintenance et la réparation sont des mannes financières. Quand vous détenez le contrat de maintenance de l'aviation militaire, vous faites payer très très cher tout un tas d'opérations avec une espèce en plus de non-transparence qui rend les choses difficiles. Donc c'est pas forcément un problème de non-valeur, mais c'est beaucoup un problème quand même de non-valeur, mais c'est pas systématique pour aller jusqu'au bout de l'idée. En tout cas, il y a vraiment une question de combien ça vaut de réparer. C'est pas du tout anodin, parce que c'est un travail dont on ne sait pas ce qu'il produit, justement. La notion de production est évidemment super intéressante de ce point de vue-là, parce qu'on ne sait pas ce qu'il produit, si ce n'est de la continuité. Et la continuité, qu'est-ce que ça vaut? C'est difficile. Puis troisième point, en fait, qui traverse absolument tout, plus ou moins de manière saillante et plus ou moins de manière fouillée aujourd'hui, c'est la question du genre et de la distribution des tâches entre ce qui est considéré comme masculin et ce qui est considéré comme féminin. Donc nous, on a réussi et on est ravis d'avoir quelqu'un qui s'appelle Mirle Laderman-Jokeles sur la couverture de notre livre, qui est une artiste conceptuelle qui a inventé le maintenance art dans les années 60, qui est absolument extraordinaire et qui a passé son temps en plus à faire un lien entre le travail domestique de maintenance, et elle considérait que changer les couches de son enfant, c'était de la maintenance, et les gros durs du nettoyage de New York. Et elle leur disait, vous faites quelque chose qui est du même ordre que ce que nous, femmes, faisons. Et surtout, alors, son idée n'est pas du tout de dire que c'est la même chose, son idée est de dire qu'est-ce qui se passe si on fait une continuité, qui est un geste politique absolument phénoménal, qui a été décrit et qui... Il y a quelques personnes, notamment il y a un très beau texte de Caroline Ibos qui en parle très très bien en France. En fait, c'est une artiste qui est en train elle est toujours vivante, elle a pas loin de 90 ans, elle est en train de revenir au goût du jour autour de ces questions-là de genre et pas seulement de maintenance d'ailleurs, mais de genre et travail, on va dire. Il y a beaucoup de papiers qui sont en train de sortir sur ces travaux et c'est absolument passionnant. Alors c'est passionnant aussi parce qu'on aurait tendance à se dire oui, les femmes font le soin aux personnes et les hommes font le soin des choses. Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué. Et dans la maison, notamment, il y a beaucoup de choses matérielles et d'objets qui sont pris en charge par les femmes. Et c'est vrai sur les travaux des Suds qui le montrent très bien sur certains aspects des infrastructures. Deuxième aspect, donc travail invisible. Deuxième point, la question des connaissances. C'était évoqué, la question de l'expertise. Il y a beaucoup de travaux qui se penchent et qui revendiquent le fait que les mainteneuses et les mainteneurs, il faut les sortir du cadre du travail reproductif. Donc on en veut tous un petit peu quand même à Hannah Arendt dans sa hiérarchie morale des formes d'action, parce que le travail reproductif, c'est tout juste si ça fait des humains quand même, hein, dans le modèle d'Hannah Arendt, j'exagère un petit peu, mais en tout cas c'est pas ça qui vaut, quoi. Et c'est pas ça qui fait la véritable action. C'est ce qui fait, c'est ce que font les animaux et c'est ce que font les plantes, hein, le travail reproductif. Or, il suffit d'aller accompagner, alors de faire des entretiens, mais surtout d'aller observer ce que font les mainteneuses et les mainteneurs. En un quart d'heure,
tous ici, vous comprendrez qu'il y a une forme d'expertise. Il y a des expertises liées à l'attention, c'est pour ça que c'est très proche de la question du soin. Il y a des expertises d'intervention, il y a des expertises de diagnostic, etc., qui sont très spécifiques parce qu'elles sont situées, elles sont peu formalisables, et puis on peut dire elles sont toujours un peu en danger. Elles sont toujours un peu en danger par notamment les mécanismes d'automatisation du travail. Aujourd'hui, alors évidemment, qu'est-ce qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui dans la maintenance? De l'IA, comme partout. Comme partout, ça ne marche pas. Mais par contre, on est dans des domaines où on essaye d'observer, d'enregistrer, de filmer les tâches de certaines mainteneuses et certains mainteneurs pour voir si on ne peut pas en nourrir des algorithmes qui pourraient le faire à leur place. On est toujours dans cette idée qu'il y a à la fois quelque chose qui est précieux dans ce que ces personnes savent faire et qu'en même temps, on pourrait les remplacer. Donc il y a cet enjeu-là de connaissances qui peuvent être peut-être en danger. Il faut que j'accélère beaucoup plus. Troisième domaine, troisième sujet, la question de la consommation. Tout le travail sur la consommation, sur l'usage, c'est nourri, c'est ouvert. Alors avec notamment quelqu'un qui est là depuis les années 90, en fait, qui s'appelle Tim Dante, sur tout un tas de, notamment sur la voiture, mais aussi sur les vélos pendant un temps et sur d'autres choses. Il a vraiment dit il faut déplier la notion de consommation, exactement comme en histoire c'est fait, notamment dans le livre issu du colloque. Il faut déplier absolument la notion de consommation pour prendre en considération la question de la réparation et de la maintenance. C'est pas ici que je vais le dire, évidemment. Ça ouvre sur les questions d'émancipation, ça ouvre aussi sur les questions de lutte entre gros industriels et consommateurs aujourd'hui. Voilà, la question de l'antitrust aux États-Unis est assez passionnante de ce point de vue-là. Plus récemment, sur les questions d'une forme de consommation environnementalement plus soutenable. Ça se joue aussi du côté du thrift, justement, voire de l'économie de la subsistance et de tous ces mondes dans lesquels on assume complètement de faire durer le plus possible tout et de quasiment déconsommer de ce point de vue-là, sauf si on considère que c'est ça la consommation. Et puis quatrième domaine, les infrastructures, mais cette fois-ci dans les pays riches. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail issu des pays du Sud qui est en train d'émerger dans les pays du Nord et les pays riches sur qu'est-ce que ça veut dire d'entretenir, de réparer des infrastructures, avec cette hypothèse qu'on fait notamment avec un collègue qui s'appelle Daniel Florentin, qu'on est sans doute à un moment particulier, à un des âges de la maintenance, parce que les infrastructures, alors elles tombent depuis les années 70, 80, la crise des infrastructures dans les pays du Nord date des années 70-80, elle est réitérée régulièrement. Mais aujourd'hui, avec les contraintes budgétaires, avec, on va dire, la suite des temps de néolibéralisme, même si c'est un terme beaucoup trop générique, et la crise environnementale qui est en train de mettre vraiment les infrastructures à mal, cette question-là devient absolument fondamentale. Alors, pour finir, je voulais pointer vers trois sujets qui sont un peu moins discutés, mais dont on sent qu'ils sont très prometteurs. Le premier, c'est les liens entre ces pratiques-là, donc la maintenance des choses qui sont parfois environnementalement discutable, et la restauration et la conservation environnementale. Qu'est-ce qu'on fait quand on restaure une rivière? Est-ce que c'est la même chose que quand on répare une voiture, à la fois philosophiquement et pratiquement? Quelles sont les expertises qui sont... Donc il y a des enjeux très philosophiques, très ontologiques, parce qu'on est toujours obligé de se dire mais du coup c'est quoi une rivière et du coup c'est quoi une voiture? Mais c'est pas une blague, c'est-à-dire que c'est vraiment des questions fondamentales, mais se pose surtout cette question qu'on se posait dans le livre et vers lesquelles on voulait pointer, cette idée du tact, c'est-à-dire jusqu'où les humains vont pour accompagner la durée des choses. Jusqu'où les humains vont pour accompagner ou restaurer, donc revenir en arrière dans la durée d'un milieu, d'une espèce ou d'un cas d'une espèce. Donc premier point, avec des choses absolument passionnantes. Deuxième chose, évidemment, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de maintenance qui est très toxique. Il y a dans la conservation patrimoniale, par exemple, on se pose plein de questions aujourd'hui sur un musée, c'est un énorme frigo qui consomme comme c'est pas possible. Restaurer en patrimoine, c'est restaurer avec plein de matières et de matériaux qui sont très discutables. Est-ce qu'il faut comment repenser de la maintenance polluante? Et comment est-ce qu'on décide, et c'est là qu'on rejoint les travaux de la bande de la question de héritage et fermeture, comment est-ce qu'on arrête de maintenir? Est-ce que si on arrête de maintenir, ça veut vraiment dire que les choses s'arrêtent complètement, etc.
Il n'y en a que 2 en fait, il n'y en avait pas 3. Et je voudrais juste finir sur, en conclusion, parce que c'est quelque chose qui est partagé par tout le monde, sur 2 points. Un risque, le risque c'est la romanticisation et l'esthétisation de tout ça. Voilà, c'est pas romantique d'être mainteneuse ou mainteneur, rarement. C'est tout le problème qu'on peut faire face à Sennett ou Crawford ou ces gens-là qui voient que des belles et des bonnes choses. Voilà, il suffit d'aller dans les garages de voitures pour savoir qu'on peut pas vraiment voir ça d'un point de vue romantique. Donc il faut se méfier de ça. Il faut prendre en considération évidemment, notamment ce que je disais au départ, la question des conditions de travail, mais pas seulement. Donc il y a pas la maintenance c'est pas bonne en soi. C'est absolument impossible de le défendre comme ça. C'est une évidence, mais on sent qu'il faut le redire parce qu'il y a toujours des ambiguïtés. C'est d'ailleurs les travaux du Caire qui le racontent très bien. Il n'y a pas aussi, le Caire n'est pas un bien en soi, le soin n'est pas un bien en soi. Puis deuxième chose, la variété. Attention au nous qu'on utilise à chaque fois. Il y a une espèce d'interdiction qu'il faudrait qu'on fasse, de jamais plus dire nous. Parce qu'effectivement, en fait, les choses sont très variées aujourd'hui. Il y a plein de gens autour de nous qui prennent énormément soin, qui réparent, qui maintiennent, qui entretiennent, etc. Puis d'autres qui sont encore dans la configuration de l'insouciance. Mais c'est très très varié et effectivement, est-ce qu'on est vraiment sorti d'un modèle ou d'un autre? Oui, d'un point de vue de régime, c'est certain, à plein de niveaux, mais du point de vue des pratiques concrètes, c'est sans doute beaucoup beaucoup plus subtil. Merci beaucoup, J'ai Jérôme. débordé. Je vous propose qu'on prenne quelques questions à la suite. Ouais, il y en a une ici, ça va lancer, une deuxième en haut. Merci beaucoup Jérôme, c'était passionnant. Ce panorama est très éclairant à maints égards, perspective de lecture intéressante. Un point et une question sur cette histoire de discussion commencée tout à l'heure sur héroïsation, le moment de bascule, tout ça. Je ne l'ai pas dit à ce moment-là, mais ça m'y faisait vraiment penser. Je pense qu'il y a quelque chose qui se joue et que c'est impossible à dater du jour au lendemain, mais quelque part aux alentours du 19e siècle. Il y a un moment où il y a des choses qui basculent et aujourd'hui c'est hyper documenté. Alors Edgerton dit des choses très bien, mais dans la communauté à laquelle j'appartiens, voilà, les gens ont un peu l'impression de s'être fait avoir parce qu'en fait il dit des trucs que plein de gens disaient bien avant. Et sauf que c'est lui qui a eu la surface intégrale et tout le monde dit Edgerton et je t'en veux pas pour ça, il n'y a pas de problème. Mais voilà, disons que souvent ce sentiment c'est très important. Il a dit des trucs, en plus avec la force de l'anglais qui écrase tout. Mais bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans ce débat qui n'est pas très intéressant. Mais juste pour dire, c'est hyper documenté. Il y a vraiment énormément de choses sur le moment où on invente même la notion de révolution industrielle. Et je pense que ça, on en récupère plein de trucs. On m'a même demandé d'intervenir devant des professeurs du secondaire parce que c'est enseigné encore au lycée, ce truc complètement stupide du jour au lendemain, la machine à vapeur change tout, c'est James Watt. Enfin voilà, c'est complètement crétin. Et là, ça a vraiment été très précisément étudié, les moments de bascule où en fait, et l'histoire va mettre du temps à s'en dégager, la discipline historique, parce que les gens vont croire ce que les industriels racontaient sur le fait que les artisans c'était la routine, etc. Et évidemment, on en est sorti aujourd'hui, mais enfin voilà, ça a été un peu coûteux. Et donc il y a ce truc-là, et je pense qu'à un certain niveau, on est toujours dedans. J'ai le souvenir de une commande dans laquelle je me suis retrouvé à chapeauter des étudiants d'une entreprise de nettoyage. Et les étudiants avaient super bien bossé. Ils ont montré au patron de l'entreprise, il y avait aussi tous les gens du staff qui étaient là, qu'en fait, c'est un métier d'une expertise rare. Vraiment, enfin, tu connais ça par cœur, je ne vais pas te l'apprendre, mais c'était fascinant de voir que vraiment, ils montraient bien. C'est une expertise de fou. Et en effet, il suffit de penser qui s'est nettoyé un préau d'école pour que ce soit pas toxique pour les enfants, propre, que ça sente pas mauvais, etc. Enfin, moi, je suis incapable de ça, évidemment. Et le patron, sa réaction directe, c'était de dire « Oh, c'est passionnant, mais quand même, les gens se rendent pas compte dans notre métier, c'est quand même vachement sérieux parce qu'on a des grosses machines. Ah oui. » Et ça, c'était fascinant, quoi. Vraiment, et je pense qu'on touche à quelque chose sur quasiment tout ce dont on a discuté, sur la question de la mythologie, de l'inversion, etc. Sur le fait que il a parlé de honte prométhéenne, Günther Anders, mais je pense qu'il faut inverser le truc. Enfin, il a raison aussi, mais c'est la fierté industrielle, vraiment. Et tout est organisé économiquement là-dessus, quoi. On peut acheter plein de machines, mais payer des êtres humains, c'est compliqué. Oui. Et il faut essayer de réduire au minimum, etc. Et après, ma vraie question, c'est sur cette histoire de diffusionnisme. Ça a été bien défoncé par l'histoire des techniques, mais justement, je me demande, en termes de... Là, on a un mouvement presque inverse dans ce que tu as décrit, dont je n'avais pas conscience clairement. Là, pour le coup, ce sont les études sur les Suds qui informent le Nord. Et alors, la diffusion ne marche pas, dans aucun cas, en termes techniques, mais là, on a une diffusion dans un autre sens, ou alors pas une diffusion. Enfin, voilà, juste quelques mots là-dessus. Oui, si tu veux, il faut que je les note. Alors là, il y avait une question là, ouais. Oui, je reviens sur le terme de soin.
Je trouve intéressant parce qu'il regroupe à la fois le soin, donc on peut prendre en tant qu'utilisateur, et puis le soin du coup de réparer s'il tombe en panne. Mais ce que je trouve intéressant, c'est de se rappeler ou d'avoir en tête que, je ne sais plus si c'est Régis qui, une fois, il m'a dit que 60%, je crois que c'est 60%, je ne suis pas sûr du chiffre, mais 60% des pannes étaient liées à un mauvais usage, une mauvaise utilisation. Donc, je ne sais pas là-dessus si vous avez des réflexions à partager ou des pistes pour creuser un peu le sujet. Est-ce qu'il y a une dernière question? Ouais. Oui, moi je voulais revenir un instant sur ton premier point, ton premier thème qui concernait l'invisibilisation et la double question de la qualité du travail et de la valeur, quoi. Et effectivement, tu le pointais, selon les métiers, selon les filières, il y a valorisation ou dévalorisation, ou autrement dit, il y a une capacité, je sais pas quoi, institutionnelle ou politique à défendre la maintenance qui est très inégale selon les secteurs, quoi. Et je pense qu'il y a une espèce d'archéologie à faire de cette partition de la valeur entre production et maintenance, quoi. Effectivement, dans l'automobile, les historiens nous disent qu'il y avait une négligence totale de la question de la réparation. Par exemple, la Ford T, elle est conçue pour ne pas être réparée parce que c'est considéré comme une source d'emmerdement pour le constructeur, et puis petit à petit ça va se reconstruire, quoi. Et donc je pense que dans les travaux d'historiens ou dans les travaux qu'on fait aujourd'hui, la question de savoir comment est-ce que se construit cette qualité du travail et cette valorisation est une question absolument fondamentale dans l'optique HOP, quoi, entre autres. Je peux prendre les trois là. Ouais. Je peux pas en prendre plus. Je vais faire comme, je vais prendre à l'envers. Oui, ça c'est un rêve. C'est vraiment un rêve parce que c'est super important pour dénaturaliser aussi l'idée d'invisibilité, que forcément la maintenance est toujours cachée, etc. Et la dénaturaliser exactement d'ailleurs dans la remarque que tu fais, c'est-à-dire pour pas tomber dans le mythe de cette idée que un bel outil qui fonctionne bien, c'est un outil autonome. C'est un des grands liens avec la notion de soin d'ailleurs, c'est la lutte de l'idée que l'autonomie est quelque chose de forcément bien et désirable en fait. C'est l'interdépendance qu'il faut remettre en avant et en mis. Et je pensais à un papier récent de Paul Le Sueur sur l'histoire des routes, où il montre qu'en fait, les ingénieurs des routes, il a décortiqué les cahiers techniques des ponts. Les routes, au départ, les ingénieurs, la qualité scientifique, le débat scientifique autour des routes, c'est sur l'entretien. Pendant très longtemps, comment on entretient bien des routes. Et puis, arrivent des innovations techniques, arrive la voiture, arrivent des innovations techniques, arrive MacAdam notamment et quelques autres, qui déplacent la qualité de durée, de durabilité, sur le matériau. En disant, en fait, ça ne doit pas être des travailleurs qui doivent faire durer, enfin des travailleurs, des scientifiques et des ingénieurs pour faire durer, parce que les débats étaient sur les impôts, sur la coût, c'est absolument extraordinaire et hyper intéressant. Et en quelques années, la science des routes est une science des matériaux, alors que c'était une science de l'entretien. Et ça a commencé par l'entretien. C'est-à-dire, c'est pas, voilà, ça. Donc, pareil, ces généalogies-là sont extrêmement intéressantes. Et je pense que dans la balance, c'est effectivement non seulement production, maintenance et entretien, mais c'est aussi la place de l'autonomie laissée à la chose, à la matière, à la machine. Et on est vraiment dans ces histoires-là où on prétend. On redistribue, là, à nouveau du sale boulot ou pas, si on arrive à l'automatiser, si on le fait faire par quelque chose qui est soi-disant autonome, c'est-à-dire en général on déplace de la maintenance, parce qu'il faut maintenir les machines, il faut maintenir d'une autre manière la route, on a des histoires absolument passionnantes qui sans doute restent à faire. Alors après, c'est toute la question, hein, le point d'Edgerton n'est pas complètement anodin, c'est comment est-ce que les travaux d'histoire, et notamment d'historiographie, arrivent à... Et je trouve que l'exercice que tu as fait tout à l'heure était parfait pour ça. Il faut des traductions qui remettent un peu en perspective. Mais Edgerton, on voit bien que c'est trop léger, hein, même nous, qui ne sommes pas historiens. Mais c'est un point vraiment fondamental. Pour ça, Simon Veat est quand même... un très bon contre-exemple qu'on peut arriver à faire les deux. Le soin et les pannes évitées, oui, c'est... Alors en fait, ça me permet de dire la différence entre maintenance et réparation. Là, on a une manière de penser, de dire les choses en faisant de la conjugaison, c'est-à-dire en fait, la maintenance est toujours au présent et la réparation peut être au passé. Parce que si je sais pas, non, ça ne marchera pas. Enfin, je prends n'importe quel objet, si je le casse et que je le répare, s'il faut que je le répare le lendemain, il n'a pas été réparé. Voilà. Et s'il a été réparé, c'est qu'il a une forme de stabilité. La maintenance, précisément, c'est ce qui va éviter
la casse, et c'est tout ce qui se passe avant et après la réparation, avant et après la casse. Et donc cette idée d'entretien, et non pas simplement de réparation, est, je pense, une question fondamentale. Je sais qu'Envie travaille beaucoup là-dessus en ce moment, et que je pense que chez HOP notamment, ou Hop plutôt il faut dire, mais ce genre de question est fondamental parce que je pense que personnellement, il faut vraiment se méfier de la notion de l'indice de durabilité versus l'indice de réparabilité ou d'entretenabilité ou de maintenabilité, etc. Il y a un risque à nouveau si les choses sont faites et qu'elles durent de fait très longtemps, on retombe dans l'idée que c'est que la panne et la réparation qui comptent, alors que la question de l'entretien et donc l'entretenabilité, c'est-à-dire intelligibilité, démontabilité, etc., pas simplement pour réparer mais pour entretenir, est un enjeu fondamental. Et c'est pareil, connaissance évidemment, donc les manuels, etc., enfin tout ce qui existe depuis toujours autour du droit à la réparation, mais aussi conception qui n'est pas que une conception de réparation, qui est aussi une conception d'entretenabilité ou de maintenabilité. Et en plus, qui crée un lien avec l'objet et une forme de responsabilité. Hein, le soin en français, c'est très beau parce que ça vient de se soucier aussi. Hein, c'est s'inquiéter, c'est ne pas être insouciant, pour le dire à l'inverse. Ne pas être insouciant. Or, il faut quand même voir, et c'est quand même une des pistes sur l'idée de qu'est-ce qui a été la bascule, c'est que l'idée de confort moderne, l'idée même de progrès est liée au fait qu'on n'a pas besoin de s'occuper des choses. C'est une charge en moins. Et c'est une charge en moins. C'est une charge mentale en moins pour les femmes, pour plein de types d'objets. C'est une charge en moins pour les hommes, pour plein de types d'objets. Donc c'est là à nouveau une balance aussi sur... Il ne faut pas oublier que c'est aussi... il ne faut pas faire de validisme non plus, par exemple. Il y a des gens qui ne peuvent pas. Donc ça pose aussi ces questions-là. Bref, c'est une piste absolument passionnante. Mais pour moi, c'est une des pistes les plus riches du moment, cette idée de l'entretien et de qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on sait? Bon, le grand classique, c'est évidemment, c'est le lave-linge, quoi, ou le lave-vaisselle. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on se doit de faire pour être l'obligé de ces choses vieilles, pour qu'elles continuent à être là et éviter de passer par l'étape beaucoup plus complexe de la panne et de la réparation. Est-ce que les Suds informent les Nords? Un peu, mais pas assez, vraisemblablement, mais pour plein de raisons, et notamment pour quelque chose qui est de l'ordre de l'essentialisation, qui est très très problématique. C'est-à-dire qu'on voit bien que il y a eu dans les travaux sur les Suds et dans les Suds, mais c'est pas tous les mêmes déjà, une tendance quand même à considérer que c'est là que se jouaient des enjeux fondamentaux et qu'en fait, dans le Nord, ils n'y étaient pas. Et c'était une des pistes que j'avais mis en conclusion et que j'ai mangé dans le temps qui me restait, mais ça me permet de le dire, c'est que, à mon avis, c'est encore un travail qui reste à faire vraiment. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est la même chose, évidemment. Mais par contre, parler de gradient, du type de problématiques. Le plus fort, c'est sur les infrastructures, mais c'est vrai aussi sur les objets de consommation. Il y a Josh Lepofsky qui fait un super travail et qui n'arrête pas de dire non mais il ne faut pas croire que les téléphones portables dans les Suds sont tous des téléphones réparés qui viennent du Nord. Dans les Suds, on jette énormément de téléphones quasi neufs aussi, et en fait, il faut vraiment complexifier les choses. Il ne faut pas les aplatir, mais il faut les faire s'hybrider de plus en plus. Mais il y a plein de travaux, STS de Niki Anand, par exemple, ou de Sébastien Oretta, qui nourrissent complètement les STS du Nord, entre guillemets. Et c'est une bonne piste, mais ça reste encore largement à faire, et puis à faire peut-être de manière plus explicite, plus réfléchie, enfin réflexive. Merci. Avec plaisir.